Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Tu parles dans la deuxième partie du manager protecteur, justement, à l'inverse du manager toxique. Et là, tu dis un truc qui est très fort. Les cadres super-héros ont remplacé les cadres sup. Alors, ces super-héros, ils sont pas invincibles. Ils peuvent justement avoir de la culpabilité. Explique-nous le concept, parce que je t'avoue que ça m'a un peu sauté aux yeux. Puis après, on parlera de comment protéger ses collaboratrices et ses collaborateurs, particulièrement nos amis qui sont sur les réseaux sociaux, les community managers, ou ça tire à balles réelles, par exemple chez X. Alors bon, déjà là c'est une formulation de communicant de parler de cadre sup et de super-héros, mais cette partie aborde finalement l'extraordinaire attente que l'entreprise met dans ses cadres et ses cadres dirigeants, où on attend qu'ils soient infatigables, inépuisables, jamais malades, jamais absents, toujours en pleine forme, toujours motivés et motivants, acceptant tout et son contraire, acceptant des feuilles de route énormes et des baisses de budget permanentes, acceptant de devoir constituer des équipes hyper performantes, mais on te gèle les recrutements ou on ne te donne pas les ressources pour des missions par contre que toi tu dois livrer. Donc en fait on construit et on fantasme sur des super collaborateurs, donc comme des super héros qui devraient tout réussir par magie. Et quand toi, tu es dans cette position de cadre sup, tu passes ton temps à essayer de montrer que tu vas être performant, que tu n'as pas de faiblesse, que tu n'as pas de fragilité. T'as pas le droit de paraître fragile ou de paraître faible, parce que sinon, tu penses que tu vas être déclassé ou que tu vas être viré. Donc, il y a ce jeu de dupes entre tout ce qu'on te demande de faire sans t'en donner les moyens et tout ce que toi tu arrives à performer pour montrer que qu'on a raison d'avoir confiance en toi. Sauf qu'il y a un moment, on arrive à un épuisement, la machine elle fatigue, voire elle se casse, et à ce moment-là éventuellement on te jette parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de t'envoyer en réparation, on te jette puis on va prendre quelqu'un d'autre et qu'on va épuiser de la même façon. C'est pas toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme ça, c'est pas tout le temps, mais quand ça arrive, c'est terrible parce que tout le monde se ment, on se ment soi-même en étant un cadre et l'entreprise te ment en t'usant d'une façon absolument effroyable. Donc c'est pour ça que je parle de super-héros, parce que les cadres sup ne sont pas des super-héros, enfin ils peuvent l'être mais c'est pas leur fonction, quoi. Et justement, ces managers protecteurs, qu'ils soient cadres sup ou cadres super-héros, peu importe, ont tendance aussi, lorsque ce sont des DIRCOM ou des responsables de communication, à protéger, et à juste titre, leur community manager. Tu prends cet exemple vraiment dans le livre, en disant qu'on est vraiment très exposé quand on est community manager. Par exemple, sur X, Twitter, feu Twitter, qui est celui où ça tire le plus à balles réelles. Et tu disais qu'il y a limite des risques psychosociaux à être community manager, hein. Mais absolument. Mais alors déjà, le rôle protecteur du manager, il l'est pour toutes ses équipes, quel que soit le domaine d'activité, communication ou pas communication. Moi, je n'ai jamais considéré que parce que je recevais une pression terrible de ma hiérarchie, je devais m'en libérer en foutant moi-même la pression sur mes équipes. J'ai toujours considéré avoir plutôt un rôle de bouclier et de devoir garder sur moi une partie. Alors après, c'est là où on peut devenir un peu super-héros, mais de garder pour moi une partie de pression, en tout cas la pression inutile ou négative, pour ne transmettre que la pression positive et permettre à mes équipes de bien fonctionner. Il y a plein de pressions différentes. C'est l'exigence de devoir réaliser dans des temps impossibles des missions, c'est l'exigence de devoir réaliser sans ressources des missions. Non, mais bon, tout ça, il faut pas le transmettre à ses propres équipes, parce que si on est un facteur de transmission d'anxiété, on va nuire à tout le monde. Donc le rôle du manager protecteur, c'est celui-ci. Quand on me donne l'ordre de réduire mes budgets de 20% 3 fois dans l'année, ou qu'on vient me voir en me disant il faut réduire les budgets, donc vire 5 personnes, comme s'il y avait des personnes inutiles dans l'équipe. Qui est inutile dans mon équipe pour que je les vire? Évidemment, ça, je le partage pas avec mon équipe, parce que sinon, tout le monde va être angoissé, tout le monde va se demander mais qui va partir, qui il va choisir. Et puis au final, je parviens surtout à ne virer personne, donc c'est encore mieux. Voilà, ce rôle de manager protecteur, c'est prendre soin de son équipe et ne pas transmettre des ondes négatives inutiles. Alors faut une relative transparence aussi pour ne pas que les gens découvrent une difficulté à la dernière seconde, mais c'est pas non plus le nécessaire de partager ses propres angoisses ou la pression inutile qu'on reçoit.
Et maintenant, pour revenir sur la question spécifique du community manager, c'est vrai que c'est une catégorie professionnelle qui n'est quand même pas comme les autres, puisque ce sont des intermédiaires directs avec le monde réel, avec le public, et les community managers des marques, notamment les marques de services ou de produits, c'est probablement moins violent dans le B2B, mais les consommateurs, ils s'adressent à l'entreprise à toute heure de la journée et de la nuit, et ils se libèrent avec de façon décomplexée, comme on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en insultant, en prenant à partie, et en insultant la personne qui est derrière l'écran, derrière le réseau, et donc un community manager, donc un salarié. Et donc le salarié se fait insulter, reçoit des propos d'une grande violence souvent, et il faut arriver d'une part à former ses collaborateurs pour qu'ils se mettre bien en situation de ne pas recevoir ces messages extrêmement difficiles à titre personnel, mais c'est pas si simple que ça. Et ça veut dire aussi qu'il faut savoir les accompagner dans le temps. On peut pas les exposer en permanence. Un community manager à l'origine, c'est un communicant et il se retrouve à faire de la relation client, et notamment éventuellement parce que l'entreprise ne sert pas bien ses clients, et c'est finalement le communicant qui se retrouve à faire de la relation client. Donc c'est une vision globale de l'organisation à laquelle il faut penser, et même celui qui est en charge de faire de la relation client, il y a un moment, il faut lui offrir une autre opportunité professionnelle ou l'accompagner pour qu'il soit capable d'assumer et de ne pas rentrer chez lui comme une cocotte minute prête à exploser, et puis pour insulter ou se fâcher avec son mari, son épouse, ses enfants, parce qu'on s'en est pris plein la gueule toute la journée, et que finalement c'est le soir on va pouvoir se lâcher parce que là il y a plus de patron pour vous surveiller. Donc le manager a un rôle protecteur très important de façon générale et plus spécifique dans certaines activités, et notamment dans ces activités de community management qui jouent le rôle parfois de relation client. Je reviens à ce que tu disais vis-à-vis du manager qui est protecteur. Comment tu arrives toi, à mettre cette armure qui permet d'estomper cette pression? Comment tu as fait et comment tu fais depuis 30 ans que tu es manager et dirigeant? Là, je saurais pas nécessairement répondre parce que je pense que c'est plutôt des qualités personnelles ou une façon d'être. Je n'ai pas appris à le faire ou j'ai pas été formé pour le faire. J'ai cette capacité à le faire. Voilà, c'est très personnel. Peut-être que d'autres ont été formés ou accompagnés. Moi, j'ai pas eu ni cette chance ni ce besoin. J'ai été capable d'assumer cette fonction, mais c'est peut-être aussi une question de qui est capable ou pas d'être manager. On ne nous apprend pas à être manager. Il y a pas de formation dans les entreprises. On ne devient pas manager parce qu'on a suivi un parcours, un cursus. Alors oui, il y a des stages, il y a des formations, mais ça vous change pas. Ça donne quelques clés, ça peut rassurer, mais on ne fabrique pas les managers. En fait, quelque part, on est fait pour l'être ou on n'est pas fait pour l'être. Il y a des gens qui en souffrent dans certaines organisations parce qu'on est la personne la plus experte ou parce qu'on est la personne la plus ancienne. On vient le patron du service, mais il y a des gens qui en souffrent parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans cette situation. Alors souvent, il est difficile de refuser et donc ils doivent l'assumer. Et souvent, ça fait des très mauvais managers et des managers malheureux parce qu'ils ne sont pas à leur place. Et à l'inverse, il peut y avoir des gens qui soient très jeunes, qui peut-être manquent d'une certaine expérience métier, mais qui ont toutes les qualités pour piloter, animer, fédérer des équipes et qui peuvent être très bons dans cette fonction. Et là, c'est le travail des RH qui est très important. Et le travail des RH, quand il est fait par des bonnes personnes et elles-mêmes des personnes compétentes et qui ne répondent pas à des injonctions de dirigeants qui ne connaissent rien au RH et qui, du coup, ne vont pas laisser cette fonction faire son boulot correctement. En somme, tu es en train de nous dire que le bon manager, il a des qualités innées qu'il va pouvoir évidemment développer. C'est pas nécessairement une promotion que de manager. En France, on a tendance à le croire, ça. Mais complètement, ça devrait pas être une promotion. Ça peut l'être. Il y a une certaine cohérence logique. Après un certain parcours, après certaines expériences, on peut avoir envie de sortir de son cœur de métier pour plus largement encadrer des équipes, animer des équipes. Mais pourquoi pas? Je vois pas de barrière. Mais en tout cas, c'est pas une obligation et c'est pas qu'une question d'ancienneté ou d'expertise. Je l'ai vécu dans la pharmacie. J'ai vécu dans la pharmacie des experts, des biologistes, des pharmaciens qui étaient de très 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 haut niveau, des chercheurs de très très haut niveau, et parce que c'était les meilleurs de l'équipe, tout d'un coup on devenait le patron. Et c'est notamment dans cette entreprise de pharmacie, dans ce groupe pharmaceutique dans lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Etipharm, où j'ai vu des gens très très malheureux de se retrouver nommés managers parce que eux c'était des chercheurs, c'était leur activité scientifique qui les portait, qui les motivait, et ils n'avaient
aucune envie de se retrouver à la tête d'une équipe parce que ça, c'était un autre métier, c'était pas le leur. Je comprends tout à fait. Encore une fois, c'est la promotion, c'est on te rend service, tu nous as rendu service, tu es excellent, et on estime que justement parce que tu es excellent, que tu es un fameux expert ou une experte, tu vas pouvoir diffuser ta magnifique parole et puis être un super manager. Et en fait, c'est pas nécessairement ça être manager, c'est pas nécessairement être plus expert que les autres. Et être manager, c'est un métier. Être manager, c'est animer de l'humain. Être manager, c'est s'intéresser à l'autre, c'est avoir le goût des autres. Placement de produit pour un livre précédent. Mais c'est vraiment être tourné vers les autres, c'est avoir envie de donner du temps aux autres. On ne consacre pas, on ne perd pas du temps avec les autres, on leur donne du temps. Il faut du temps pour les écouter, pour échanger, pour ressentir. Et puis c'est aussi une fonction de décision. Le manager, il doit décider toute la journée et il doit prendre des décisions qui sont pas nécessairement faciles. Il doit prendre des décisions qui parfois vont décevoir des personnes. C'est aussi pour ça que la relation personnelle dans l'équipe, elle est compliquée. Oui, on peut avoir une relation très amicale, très cool, mais sauf qu'il faut quand même se faire respecter dans sa fonction parce qu'il y a un moment, on va peut-être prendre une décision qui ne va pas être agréable pour la personne avec laquelle on est ami ou cool, mais la relation et le fluide entre nous, c'est une chose. La fonction, c'en est une autre. Et à un moment, il faut être professionnel et savoir rester professionnel. Et donc, un manager, ça doit décider, ça doit beaucoup décider. Ça doit décider d'augmentation, ça doit décider de priorité, ça doit décider de qui pilote tel ou tel dossier. Ça doit aussi, face à une équipe avec 10 avis différents, décider de un avis et de une piste dans laquelle on va s'engager. Donc, on va faire 9 déçus. Donc, c'est une façon d'être et c'est pas donné à tout le monde et tout le monde n'a pas forcément envie de devoir s'engager dans le management. Et tu écrivais qu'un DIRCOM n'est pas nécessairement un démocrate. Un DIRCOM, c'est souvent un manager, donc un DIRCOM n'est pas un démocrate et un manager n'est pas nécessairement, voire rarement un démocrate. Exactement. Et le parallèle avec la communication, il est intéressant parce que en communication, on a souvent la faiblesse de juger par un j'aime pas. Et la communication, c'est fait pour servir des objectifs, pour servir une stratégie. C'est pas fait pour faire plaisir. C'est pas fait pour fédérer le plus grand nombre. C'est fait pour être efficace et performant. Donc, c'est la raison pour laquelle un DIRCOM, c'est pas un démocrate. Et un manager, même chose. Le manager, il est pas là pour faire plaisir au plus de personnes dans l'équipe. Il est là pour bien la faire fonctionner. Donc, tant mieux si on fait plaisir aux gens. Mais le rôle du manager, c'est pas de faire plaisir. Le rôle du manager, c'est de faire fonctionner, de faire avancer les choses. Alors, je reviens au DIRCOM. Tu es en train de nous dire que finalement, la com est un métier? Comme on n'a pas encore réussi à le caser, oui, on peut le caser. La com est un métier comme toutes les fonctions dans l'entreprise. Et c'est plus qu'un métier, c'est une fonction stratégique parce que la communication, c'est produire de l'intelligence, c'est pas fabriquer des outils. Il y a que les gens qui connaissent rien à la communication qui abordent la communication par l'outil. Tu parles de quoi? De la petite affiche ou de la vidéo vite faite? Alors ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est le côté non-valeur des métiers de la communication, où on aime bien associer petit, vite fait, fun ou sexy à tous les travaux qui nous sont demandés et aux outils qui nous sont demandés, puisque ceux qui nous parlent de cette façon abordent la communication par l'outil et non pas par l'intelligence à produire et l'histoire à raconter. Et effectivement, en disant qu'on a besoin juste d'une petite affiche, juste d'un petit logo ou quelque chose, ou une petite vidéo vite fait, c'est une façon inconsciente d'exprimer que le travail ne requiert pas de compétences et n'a pas vraiment de valeur puisque finalement on peut le faire en quelques secondes. Je fais finalement le parallèle avec l'infantilisation du manager toxique vis-à-vis de son collaborateur ou de sa collaboratrice. Mais c'est exactement la même chose, la petite vidéo, la petite affiche, vite fait en te remerciant. Et vite fait et sexy et avec un effet waouh. C'est vrai, l'effet waouh. J'allais l'oublier. On oublie l'effet waouh, mais c'est quand même dans les demandes que reçoivent les communicants, il y a souvent je veux ça avec un effet waouh. Évidemment. On va passer à un autre manager qui est le manager responsable. Alors, finalement, un bon manager, il a beaucoup de qualités, mais la responsabilité, elle est fondamentale. Et tu dis quelque chose qui est très très fort. C'est pourquoi soigner l'onboarding et négliger l'offboarding. Alors je commence peut-être par la fin, mais tu le sais, les cabinets de conseil, quels qu'ils soient, sont très très forts pour l'offboarding. C'est-à-dire que lorsqu'ils se séparent d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, et je l'ai vécu chez Grant Thornton, que je salue Agnès de Ribé, la DIRCOM, et associé du cabinet, c'est la classe absolue. Et dernièrement, j'ai interviewé un autre Frédéric Zetoun, qui est DG en charge du People and Culture, ce sont les ressources humaines. Et dans ce podcast que nous avons fait, ils ont fait revenir une ancienne de la maison, une ancienne de chez Grant Thornton. Et l'offboarding, de ce fait, s'est extrêmement bien passé, sinon elle ne serait pas revenue, puisqu'elle est travaillée dans une autre entreprise.
L'offboarding en France, j'ai l'impression qu'on ne sait pas faire, exception faite des cabinets d'avocats, des cabinets de conseil ou des cabinets d'audit, plutôt tendance américaine. Comment ça se fait? Alors, comment ça se fait, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ton constat est tout à fait juste. On met relativement, en fonction des entreprises, quelques moyens et où on y consacre quelques temps pour bien accueillir un nouveau collaborateur, pour bien l'intégrer, pour lui faire découvrir l'entreprise, pour qu'il se sente le mieux possible et qu'il puisse commencer à travailler le plus efficacement dans l'entreprise. Mais le jour où il s'en va, quelle que soit la raison de son départ, volontaire ou involontaire, et bien là, on l'abandonne totalement. Éventuellement, personne ne peut lui dire au revoir. On lui demande juste de rendre les clés, l'ordinateur et le téléphone, et on l'abandonne. Et on oublie totalement que ce collaborateur, il va continuer à porter l'image de l'entreprise, et donc il va être potentiellement un prescripteur ou un détracteur de l'entreprise. Et cette considération n'est absolument pas prise en compte, enfin, ou que trop rarement, malheureusement, notamment en rapport à l'énergie et aux moyens que l'on se donne pour accueillir les collaborateurs. C'est très dommage. C'est un vrai travail de communication, c'est un vrai travail RH, et c'est un investissement aussi pour l'avenir. Plus vous avez d'anciens collaborateurs qui diront du bien de vous, mieux ce sera pour l'entreprise. Il ne faut pas oublier non plus que les collaborateurs et surtout les anciens collaborateurs, ils vont mettre des notes sur les sites de notation des entreprises, et donc moins vous l'aurez considéré, moins vous l'aurez respecté et accompagné au moment de son départ, moins vous aurez de chance d'avoir finalement de beaux commentaires et de bonnes notes sur ces fameux sites de notation qui sont très regardés par les gens qui cherchent du boulot. Et donc, c'est votre image employeur qui en prend un coup. Et ça, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus impactant que n'importe quelle campagne de recrutement. Vous allez dire que vous êtes formidable et que les gens sont très heureux dans votre entreprise et que vous offrez des magnifiques opportunités de carrière, des ponts entre les marques, des formations et des avantages extraordinaires avec un baba au rhum à 1 euro à la cantine. Donc, c'est très, très, très négatif à tout point de vue de négliger le départ des collaborateurs. Mais regarde, dans notre métier, justement, beaucoup de gens passent d'agence à annonceur. Et il n'y a rien de pire que finalement se séparer d'un collaborateur ou d'une collaboratrice lorsqu'on est en agence, qui va peut-être passer chez l'annonceur et pourrait potentiellement vous faire travailler. Exactement. Devenir votre client. Absolument. Et je ne comprends pas que toutes les entreprises, exception faite, comme je le disais, des avocats, des conseils ou des audits, je comprends pas que toutes les entreprises investissent si peu, ou voire pas du tout, dans cette séparation qui, finalement, c'est comme dans une séparation dans la vie, une séparation à l'amiable, une séparation amoureuse, c'est quand même plus agréable que se taper dessus et puis se détester, et puis après on va sur Glassdoor dire ces gens-là sont abominables, n'y allez surtout pas. J'ai vu des avis comme ça, et tu l'as très justement dit, ça te ruine la marque employeur ou l'image employeur, plutôt la marque employeur, puisque ça ne sert à rien, donc ça te ruine une entreprise du jour au lendemain. Ça ruine l'image employeur, parce que la marque employeur, ça n'existe pas. On te remercie, merci beaucoup. Christelle de Foucault, on t'embrasse. Mais tu as raison. L'impact est même négatif en interne. C'est un très mauvais message de communication interne, parce que les collaborateurs de l'entreprise voient comment on est traité à la fin du parcours dans l'entreprise. Quelle motivation ça donne en disant, mais tiens, je suis dans une entreprise où finalement, quand on s'en va, on est négligé, voire pire. Non, c'est très mauvais. Ça n'envoie que des mauvais signaux. Tu parles justement d'image employeur. La communication rattachée aux ressources humaines. T'as vu ça, toi, dernièrement? Il m'est arrivé de voir ça. Dans certaines organisations, c'est le cas. Toute la communication, ou au moins la communication interne, c'est dommage. Ça me paraît pas très efficace. C'est une preuve d'incompréhension de la communication. J'ai aussi vu dans des grands groupes DRH et DIRCOM être une seule et même fonction. Je trouve ça très surprenant, parce que j'imagine que soit la personne est un ou une extrêmement bonne DRH ou extrêmement bon DIRCOM, enfin en tout cas j'espère, mais être les deux, alors là pour le coup on est un super héros. Alors ça peut vouloir dire aussi que directement sous cette personne il y a des purs professionnels du métier, mais oui, c'est très étonnant d'associer la communication aux ressources humaines ou inversement. En tout cas, c'est une preuve de méconnaissance de nos métiers. On a vu des DIRCOM DRH dans une très grande banque. C'est exact, c'est à elle auquel je faisais référence. On est d'accord, et cette personne d'ailleurs a changé de couleur depuis. Mais oui, je suis d'accord avec toi, je trouve ça totalement absurde. En tout cas, ça serait intéressant de l'interroger pour comprendre la logique ou l'incohérence des choses vues de la personne qui a dû le pratiquer.
Je suis tout à fait d'accord et je pense à cette dame et je serais ravi de la voir dans le décodeur parce que je lui poserai la question. Oui, c'est hyper intéressant parce qu'il y a le point de vue extérieur et la vision extérieure et donc ça serait intéressant d'avoir celle de l'intérieur. Peut-être qu'il y avait des facilités, est-ce qu'il y avait des difficultés. En tout cas, c'est clairement une femme de communication puisque c'est dans la communication qu'elle poursuit sa carrière.